Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 5e épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste, un podcast qui ne devrait pas exister. Parce que hashtag je suis juive, même si ce que je suis et ce en quoi je crois ne te regarde pas. Parce que hashtag je suis Samuel Paty et que j'ai toute ma tête. Parce que hashtag je suis Charlie, même si je m'appelle Héloïse et que je lis et regarde tous les médias de bâbord à tribord. Parce que je ne suis pas d'extrême droite et que je t'emmerde, toi, tes mensonges et ta vindicte salissante. Parce que rien n'est pardonné en ce qui me concerne. Parce que je veux me battre et combattre ces liens qui nous entravent. Parce que n'avez-vous rien appris de l'histoire ? Parce que là-bas au Bataclan c'était moi. Parce que les visages et les corps ici, de Pierre Innocenti, de Stéphane Albertini, de Charb et de Cabu, devenus poussière d'étoiles, sont les mêmes que ceux de Shani Louk et de tous les autres là-bas. Parce que j'ai pleuré. Parce que j'ai vu des Israéliens et des Palestiniens à l'ombre des oliveraies déjeuner et sourire et rire tous ensemble, toutes générations confondues après les attentats du 7 octobre. Parce que je n'instrumentaliserai mais dénoncerai la détresse d'un peuple en guerre, manipulé par une idéologie mortifère qui lui vole son argent, sa nourriture, ses abris, son avenir et son droit à la paix, et transforme quotidiennement ses enfants en bombes de haine et en martyrs de guerre de religion pour accuser un autre peuple et un État du droit à se défendre et à exister. Parce que j'en ai fait des insomnies. Parce que je sais et sens dans ma chair et dans mon âme que s'attaquer à la communauté juive, c'est s'attaquer aux fondamentaux de notre démocratie et de nos libertés individuelles, et que non, les prochains, ce n'est pas nous, tous, parce que ça l'est déjà. Parce que je suis corse et que je porte cet héritage et noblesse d'âme et de cœur dont il me faut être à la hauteur. Parce que je défendrai mes amours révolus et mes amis d'aujourd'hui. Parce que l'antisémitisme est une maladie sociale qui s'infiltre dans les fissures de nos démocraties et gangrène l'ensemble du tissu sociétal. Parce que ça me regarde, parce que tu as de la merde dans les yeux, parce que je me tournerai toujours vers la lumière et combattrai l'obscurantisme, parce qu'une cause est un appel, parce que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais elle qui te choisit. Alors oui, dans ce vaste théâtre de l'humanité, où les rôles sont souvent prédéfinis par des étiquettes et des identités, je me tiens là, actrice inattendue. Mais ce matin, je suis moins seule, parce que les combats de ma nouvelle invitée me rejoignent. Parce que... Mais au fait, quelle est la question à laquelle je réponds ? C'est avec Marie Cabrette que j'ai l'honneur de recevoir pour ce 5e épisode, républicaine de gauche, ancienne responsable des ressources humaines de Charlie Hebdo et chargée de la transmission de la mémoire de Charb, investie dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle lors des élections législatives de 2022 et aujourd'hui présidente, succédant à Amin El-Khatmi du Printemps républicain, que nous allons, pour la citer, y répondre, afin de faire exploser ce plafond de verre, car cette question ne concerne pas que les Juifs. Alors une fois n'est pas coutume, à toi de répondre à ma devinette. Marika, quelle question est-ce que je posais selon toi ? Ah, quand tu répondais parce que ? Oui. Oui, mais ? Oui, mais. Alors oui. Oui, alors en effet, il y a un oui, mais. C'est insupportable. C'est la question, tu fais un podcast contre l'antisémitisme, mais pourquoi ? Parce que je ne suis pas juive. Voilà. Et quand on s'est parlé, eh bien, tu as dit cette phrase, mais j'avais déjà identifié, évidemment, cette place-là que tu as, de cette volonté de faire exploser ce plafond de verre. Et j'ai évidemment encore plus ressenti un écho dans ce que tu m'as dit, parce que je suis assez... déstabilisée quand on me pose cette question qui pour moi est d'une évidence limpide. Et cette question, c'est ça qui est terrible, c'est que quand on est en train de parler de haine, parce que là c'est vraiment de la haine crasse, espèce de venin qui se diffuse et qui se répand, c'est un peu systématique, c'est oui mais. Moi c'est un écho terrible pour moi, puisque ces oui mais, je les ai entendus toute l'année 2015, toute l'année 2015, après la boucherie à Charlie, après que ceux qui me manquent tant, ceux qui m'ont appris la liberté, ceux qui m'ont appris la liberté de rire, aient été assassinés.
Pour tout dire, le 7 octobre 2023, j'apprends ce qui s'est appelé le déluge d'Al-Aqsa, comme tout le monde, le matin. Premier temps, la sidération. Deuxième temps, l'inquiétude. Troisième temps, la colère. Et c'est exactement, mais exactement ce que j'ai ressenti le 7 janvier 2015 à la virgule près. Et je me suis dit tout de suite que les balles qui ont sifflé le 7 janvier 2015, le 8 janvier 2015, le 9 janvier 2015, le 13 novembre, etc., étaient les mêmes qui avaient détruit toutes ces femmes, ces enfants, ces hommes, parce que juifs. J'ai été, mais c'était ça ma colère, en fait, en disant, mais c'est la même chose. Alors, on m'a expliqué que c'était le Hamas, que le Hamas, c'est pas Boko Haram, que Boko Haram, c'est pas Daesh, que Daesh, c'est pas autre chose. D'accord, il y a pas de souci, on peut différencier, mais il y a une chose qu'on ne peut pas différencier, et si on passe à côté, c'est abominable. C'est que l'objectif est exactement le même. Détruire les juifs parce qu'ils sont juifs. Voilà. Et ça, moi, ça me tord l'estomac à chaque fois. Et je suis effectivement allée à toutes les manifestations pour, bien évidemment, le 7 octobre, pour Meriton, pour Sarah Halimi, etc., etc. Et à chaque fois, je suis repartie avec des chaleureux merci de tout un tas de personnes présentes, des personnes juives, parce que j'en ai pas rencontré beaucoup d'autres. Et à chaque fois, c'est paradoxal ce que je veux dire, mais à chaque fois, ces merci me tordent le ventre, en me disant si ce merci arrive par ma présence et quelques-unes d'autres, c'est parce que nous, les républicains démocrates, nous ne sommes pas là. Il est là, pour moi, le plafond de fer à faire exploser, faire comprendre que cette haine, qui est un projet politique, qui est un but, une mission, un objectif, elle nous concerne toutes et tous. C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a plusieurs choses que je relève. D'abord, tu parlais pendant l'année 2015 d'un mai. L'année 2015 et tous les faits que tu as évoqués au Bataclan, également évidemment à Charlie Hebdo, ce n'est pas une attaque contre les Juifs. Donc quel lien déjà fais-tu entre ça et c'est là où le plafond de verre il doit exploser parce que le lien est évident, mais je te laisse toi-même exprimer avec tes mots. Et également, quel était ce mai qui suivait derrière tous ces mecs que tu as entendus durant cette année-là? Alors sur 2015, en tout cas sur janvier 2015, je ne dis jamais seulement le 7 janvier. Je dis toujours 7, 8 et 9 janvier. Toujours. Parce que moi, j'ai compris tout de suite, si ce n'était pas les mêmes auteurs, c'était la même idée et c'était la même volonté de détruire, d'anéantir. Alors, ceux qui incarnaient la liberté d'expression sans tabou, non pas sans limite, parce que j'entends souvent ça. Bien sûr qu'il y a des limites à la liberté d'expression, et nos lois en France, de ce point de vue-là, elles sont plutôt bien faites, parce que précisément, il y a un cadre juridique qui interdit la diffamation, qui interdit l'insulte, qui interdit les propos racistes, et qui interdit les propos antisémites. Donc, ce lien, pour moi, était une évidence. Et j'ai ce souvenir du 11 janvier. Ce souvenir du 11 janvier où nous sommes au premier rang de cette manifestation devant les chefs d'État. Et je suis précisément avec Richard Malka. Et à côté de moi, des familles de l'hyper-cachère. Et j'ai senti ces familles presque gênées, ne sachant pas comment... Pourquoi ça ?
Eh bien, parce que Charlie avait pris une telle ampleur nationale que c'était compliqué de pour trouver leur elle. place. Et en fait, on a eu ce réflexe avec Richard en disant, mais premier rang avec elle, bras dessus, bras dessous. Sinon, on ne comprendra pas le message du 7 et 8, 9 janvier. Et par ailleurs, les audiences des procès, que ce soit en première instance ou en appel, ont largement confirmé déjà le lien entre les assassins et le lien politique derrière les 7, 8 et 9 janvier. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est la justice, ce sont les audiences, c'est ce qui a été consigné par le tribunal, procès enregistré et qui, je l'espère, sera diffusé pas dans 50 ans. Parce que il faut que ça frappe l'esprit des gens sur ce qui s'est passé dans cette enceinte de tribunal. Donc, je fais ce lien-là, et c'est 8 mai, ces fameux 8 mai que je connaissais bien avant 2015, bien avant 2015, qui était reproché à Charlie, avec cette introduction de ce mot délétère, islamophobie. Ce 8 mai, fallait pas dessiner Mahomet. Ce 8 mai, ils l'ont bien cherché. Et en fait, c'est ce 8 mai, ils l'ont bien cherché, moi, qui m'accroche et avec lequel je fais le lien. Ce 8 mai, ils sont juifs. Et bien sûr que l'antisémitisme peut s'inclure dans le racisme, mais on ne peut pas le noyer dans le racisme parce que ce 8 mai, il est juif. Et je le dis d'autant plus en pensant aujourd'hui à Ilan Halimi. Donc c'est aujourd'hui la date anniversaire Exactement. du décès, enfin, de l'assassinat plutôt. Ce 8 mai, il est juif, il était riche. C'est là-dessus, c'est un des fondamentaux de l'antisémitisme. Ce 8 mai, il y avait de l'argent, il y avait voilà. C'est atroce, c'est vraiment... j'en frissonne même quand je le dis. Ça s'est pourtant passé il y a 18 ans, mais pour moi, c'est comme si c'était hier encore. Oui, déjà 18 ans, en effet, ça paraît beaucoup moins. Tu parlais du terme d'islamophobie et de tout ce qu'il peut revêtir d'ambiguïté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ce terme, ce qui se cache derrière et à quelle fin il est utilisé aujourd'hui ? En réalité, le terme islamophobie, d'abord, si on le décompose, ça paraît assez simple à comprendre. C'est islamophobie, peur de l'islam. J'ai envie de dire oui, et alors oui, on pourrait dire catholicophobie. Cathophobe, oui. etc. Et alors, il n'y a aucune difficulté. Là où il y en a une, et qui a abouti pour moi à ce qui s'est passé le 7 janvier 2015, c'est qu'il n'a pas été utilisé dans ce sens-là. Il a été utilisé pour expliquer qu'en réalité, Charlie était raciste et ne s'en prenait pas aux dogmes religieux comme il le faisait depuis des années, toutes religions confondues, mais à des personnes croyantes, et en l'occurrence à des musulmans. Et c'est ce glissement-là. Charles a écrit un livre où il dit mais si vraiment c'est ça, pourquoi ne pas utiliser musulmanophobie ? Ça serait beaucoup plus clair. Mais non. Et ce glissement qui a conforté beaucoup de gens sur le fait que l'équipe Charlie était raciste, et ce qui est quand même dingue de dire ça. On pense à Charles qui a nommé ce mot, mais je pense aussi à Cabu. Comment est-ce que des gens ont pu imaginer une seule seconde que quelqu'un comme Cabu était raciste ? Et là où c'est dramatique pour moi, parce que tu l'as dit en début d'émission, oui, ma famille politique, c'est la gauche. Je suis engagée à gauche, notamment parce que c'est là où j'ai retrouvé, dans mes premiers engagements politiques, quelque chose qui m'importait beaucoup, c'est l'émancipation. L'émancipation, la réflexion autour de l'émancipation. Et bien, tout ce débat autour de l'islamophobie et cette introduction de confusion et d'amalgame est venu d'une partie de la gauche. La même, pour être très clair, qui a
remplacer la lutte des classes par la lutte des races. Tout à fait. Alors, il y a aussi ce terme de laïcité qui, aujourd'hui, est utilisé par cette extrême gauche-là dont tu parles, pour accuser d'être donc d'extrême droite. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes à qui on enseigne que la laïcité, c'est être d'extrême droite. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu aurais à dire quelque chose là-dessus? Et quel lien tu fais justement avec tous ces sujets-là? Le lien que je fais, c'est que, hélas, parce que la gauche a abandonné la défense de la laïcité sans adjectif, elle lui a collé de l'inclusif, du permissif, de je ne sais quoi encore. Ça a permis à l'extrême droite de récupérer le thème de la laïcité, de se prétendre laïque, ce qui est pour moi tellement faux, mais tellement faux, parce que l'extrême droite est laïque quand il s'agit d'islam. L'extrême droite ne l'est plus quand il s'agit des crèches, de l'installation de crèches dans la maison, notre maison à tous, qui est la mairie. Ça, j'en veux à la gauche, parce que c'est cet abandon-là qui a dans la stratégie de dédiabolisation de l'extrême droite et du Rassemblement national, lui a permis de se revendiquer laïque. Quel désastre! Mais ça me fait penser aussi, puisque c'est aussi le sujet, à l'antisémitisme. Je suis quand même assez sidérée de constater aujourd'hui cette espèce de blanc-seing donné à l'extrême droite qui voudrait faire croire que l'extrême droite n'a plus aucun lien avec l'antisémitisme. Alors, dans ces cas-là, pourquoi y a-t-il encore dans l'entourage de Marine Le Pen des gens qui ont participé, voire créé le GUD clairement antisémite. Et puis, il y a cet épisode récent, sidérant, où la question est posée à Jordan Bardella, président du Rassemblement national, Jean-Marie Le Pen, antisémite ou pas, où il répond immédiatement non, tout de suite. L'auteur, on est quand même en train de parler de l'auteur de Durafour crématoire, la Shoah, un point de détail de l'histoire, les chambres à gaz, etc. etc. Comment est-ce qu'à partir de là... Alors, il s'est rétracté depuis, soyons honnêtes, mais il s'est rétracté face au tollé. S'il n'y avait pas eu le tollé, il ne se serait pas rétracté. Donc, pas de blanc-seing de ce côté-là. C'est zéro. Comment est-ce qu'on peut les croire une seule seconde? Mais il y a aussi, et c'est bien le problème, du côté de l'extrême gauche, des complaisances, des accointances, notamment avec des mouvements qui aussi affichent sans difficulté leur antisémitisme, et des mots venins, des phrases vénéneuses qui emmènent sur ce terrain-là. Je vais le dire très clairement, Jean-Luc Mélenchon, c'est un spécialiste de ça depuis quelque temps. Or, tout ce qui emmène vers le chemin de l'antisémitisme est à combattre tout autant que l'antisémitisme, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Justement, ces gens-là, est-ce que tu les considères comme des républicains démocrates? Tu disais tout à l'heure, ils ne sont pas là. Pourquoi les républicains démocrates, enfin certains républicains démocrates, mais le sont-ils s'ils ne sont pas au rendez-vous? Pourquoi ne sont-ils pas au rendez-vous? Ils ne sont plus au rendez-vous. Ils l'ont été. Jean-Luc Mélenchon l'a été, il faut le reconnaître. Mais il y a une bascule, électoraliste, déjà. Il y a une bascule qui en plus d'une sordide, parce qu'il y a une bascule qui considère, et je mets des guillemets, parce que cette considération me fait horreur, qu'il y a un électorat musulman. Et que cet électorat musulman serait choqué, heurté
par le positionnement contre l'antisémitisme. On ne peut pas oublier aussi l'introduction précisément du conflit Israël-Palestine et depuis plusieurs mois, on va être très clair, du conflit Israël-Gaza. Hamas. Oui, Israël-Hamas. Et qui a soulevé des réactions mais absolument odieuses, sidérantes. Le refus de nommer le Hamas comme un mouvement terroriste. Encore hier, un député LFI, où la question lui est posée, le Hamas, des terroristes, il répond non, des islamistes. Mais comment ça, non? Voilà, donc il y a cet électoralisme-là crasse, parce qu'on ne peut pas considérer un électorat ni juif, ni musulman, ni athée. On a un électorat citoyen. Et c'est cet électorat citoyen qu'il faut combattre avec un programme politique clair et incarné. On s'en est éloigné. Et quelle est ta vision alors pour l'avenir de la gauche laïque en France quand on entend tout ça? C'est assez effrayant. Ma vision, c'est que la gauche doit se ressaisir. Moi, j'ai cet optimisme parfois sombre, c'est bizarre comme mot, mais c'est vrai, qui veut que dans un verre à moitié vide ou à moitié plein, je choisis le à moitié plein parce que je ne veux pas renoncer, parce que je ne veux pas céder, parce que j'ai en particulier ce lien avec Charlie, avec Charb, si proche de moi, cet homme exceptionnel, vraiment exceptionnel et talentueux, qui m'a donné de la force. Et je me suis dit, après le 7 janvier, c'est le moment de s'en servir. Et c'est le moment de faire, en fait, ce qu'il faisait, transmettre. Alors l'antisémitisme, c'est pareil. Je crois à la transmission. C'est pas facile. Notamment parce que, on le sait, de moins en moins des derniers survivants dans ce rapport physique qui est quand même une relation tellement convaincante. Hein. Maintenant, il faut prendre le relais. Et mon mot à moi, c'est transmission, tout le temps. La bataille, elle passe par là. Et cette transmission, elle est fondamentale pour la jeunesse. Elle est fondamentale dans l'idée de leur dire les choses. Et j'en profite pour remercier ces enseignants qui bataillent terriblement pour continuer à enseigner l'histoire de la Shoah. Parce que c'est devenu une bataille. Ça aussi. Alors, tu parles de transmission. J'allais te demander quelles étaient tes motivations profondes pour t'engager dans la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme aussi, d'ordre général. Bon, ça me paraît évident que c'est ta réponse. Si tu as autre chose à dire là-dessus, c'est vraiment tes motivations profondes, je t'invite à le faire. Et j'aimerais ensuite que tu me parles de ces dérives identitaires dont tu as commencé à parler. Dérives identitaires, qu'est-ce que ça signifie pour les gens qui nous écoutent ? L'extrême gauche, l'extrême droite, et en quoi la jeunesse est-elle directement phagocytée par ces mouvements et toute cette pensée même mainstream qu'on trouve partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, TikTok, Instagram, Snapchat, et on ne peut pas ouvrir aujourd'hui TikTok sans voir du prosélytisme qui aille vers l'identitarisme, si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas. En tout cas, vers le racialisme. J'emploie un vocabulaire, je répète toujours et je rappelle toujours que ce vocabulaire n'est pas le mien, que c'est le vocabulaire d'une idéologie, parce que j'ai l'impression de faire du prosélytisme quand je l'emploie, mais je tiens toujours à rappeler que moi, ces mots, je les ai en horreur. Voilà. Donc, est-ce que tu as une autre motivation profonde hors la transmission ? Et sur les dérives identitaires, est-ce que tu peux t'exprimer sur ce sujet ? Alors oui, j'en ai une, et en fait, c'est toujours la même qui me guide dans tous mes combats et dans toutes mes réflexions, c'est l'universalisme qui comprend en son sein l'universalisme, l'humanisme. Et je le dis pour répondre à ta deuxième question,
c'est d'autant plus important que l'universalisme considère l'égalité pour toutes et tous. L'égalité, on parle souvent de l'égalité en droit, mais l'égalité en dignité pour toutes et tous. Et ça, c'est un combat pour moi qui est fondamental. Et c'est pour ça que je m'oppose aux identitaires, parce que précisément, elles se sont détachées de cet universalisme issu pour nous, les Français, du siècle des Lumières, de ces penseurs du siècle des Lumières. Et pour te répondre plus précisément, je suis féministe. Je suis une féministe universaliste qui considère que l'égalité des droits des femmes partout dans le monde, pour toutes. Or, il y a un féminisme qu'on appelle intersectionnel, mais moi que je nomme identitaire parce que l'intersectionnalité, ça existe. C'est vrai pour des hommes, mais aussi pour des femmes, qu'elles peuvent subir plusieurs discriminations en même temps. Rappelez quand même qu'il n'y a aucune discrimination qui n'est plus supportable qu'une autre. Mais précisément pour les identitaires, il y a des discriminations plus supportables que d'autres. Et il y a des discriminations qu'il ne faudrait pas dénoncer selon leurs auteurs. Il y a des violences faites aux femmes qui sont plus ou moins acceptables selon leurs auteurs. Il y a même des appels à la solidarité de ne pas dire et dénoncer si on est victime de violence par un homme, pour ne pas dénoncer sa propre communauté si on a été violé ou frappé, ou oui, par solidarité. Exactement, de ne pas déposer plainte si l'auteur est un membre de là aussi je mets des guillemets, communauté. C'est ça le féminisme identitaire. Et le féminisme identitaire revendique un certain nombre d'étiquettes de minorité en minorité en minorité qui, au final, nous amènent dans une fracturation sociétale absolument terrible et qui nuisent à la lutte menée. C'est ce féminisme identitaire qui va me reprocher à moi de parler en tant que féministe blanche. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'évoquer un certain nombre de sujets en raison de ma couleur de peau. Mais ça va pas, non ? Mais c'est surréaliste d'en arriver là. Et on en est arrivé là. Donc, cette fracture identitaire, elle est de ce côté-là, mais elle est aussi côté extrême droite. Ne nous y trompons pas. Elle est aussi du côté de ceux qui revendiquent une stricte identité française qui a remplacé la France aux Français d'une certaine façon. Mais c'est exactement la même chose et qui vient à défendre la notion de... Ça s'appelait préférence, priorité, mais peu importe, préférence, priorité nationale, qui vient réduire en miettes l'égalité des droits. Donc on est pris en étau dans cette tenaille. Nous, c'est ceux qui sont précisément sur le chemin de l'universalisme. Alors, comment, donc, si on t'écoute, faire exploser ce plafond de verre ? Comment on peut le faire exploser avec ce constat-là, tout ce qu'on vient d'énumérer ? Alors, j'ai parlé de transmission, j'ai parlé de... moi, j'aime beaucoup le faire, donc je me rends dans les lycées le plus souvent possible pour parler aux jeunes gens, parce que ils ont beaucoup de questions, en réalité. Ils ont beaucoup de questions, parfois c'est un peu vif, et j'ai envie de dire tant mieux. Quand tu dis vif, ça veut dire un peu agressif ? Un peu agressif, un peu contestataire. Moi, ça ne me dérange jamais. Je trouve qu'il faut répondre justement à toutes ces questions et leur dire qu'il n'y a pas de questions taboues, parce que sinon, on ne va pas au bout des sujets. Et que j'espère toujours que de ces rencontres, eux-mêmes transmettent, par exemple, à leurs parents, en disant... voilà, aujourd'hui, on a parlé de ça, j'ai compris ça. Et de quel sujet, justement, tu parles quand tu vas dans ces lycées avec eux ? Alors,
C'est en Île-de-France, c'est dans toute la France? C'est dans toute la France. Et c'est pour ça que j'adore faire ça, c'est que c'est vraiment dans toute la France. Et les sujets, je m'appuie beaucoup sur le dernier livre de Charb, Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Mais du coup, ça évoque tous les sujets. Ça évoque l'islamophobie, ce que ça veut dire. Ça évoque le racisme, ça évoque l'antisémitisme. On arrive en fait à aborder tous ces sujets-là. Et même si c'est vif, ça se passe. Moi, je milite là-dessus, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis être présente à chaque fois qu'il le faut, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Même si, évidemment, et je suis présente sur les réseaux sociaux, pardon pour les termes que je vais utiliser, mais depuis le 7 octobre, c'est sidérant. Les notifications que je reçois, mais franchement, ce sont des kilomètres. Et vraiment, depuis le 7 octobre, et pour le résumer, pardon pour les mots, mais je suis à la fois la pute islamophobe, mais je suis aussi la pute sioniste. Ah oui. Oui. Ah d'accord. Oui. Et donc... Et c'est lié au fait que tu sois anciennement Charlie Hebdo et que tu soutiennes aujourd'hui... explique-nous, ça me déstabilise ce que tu me dis, parce que c'est très violent et on sait à quel point les réseaux sociaux, j'imagine que c'est sur Twitter, ce dont tu parles. Pardon, c'est lié. Est-ce que tu as identifié à quoi c'était lié, à des postes précis quand tu défends la communauté juive en France, ou quand tu prends position pour Israël, ou en tout cas au droit à se défendre? Donc je ne sais pas quels sont tes mots, là, ce sont les miens, parce qu'on peut très bien parler d'Israël sans défendre, on l'a dit 100 fois, mais enfin j'ai l'impression d'enfoncer 1000 portes ouvertes, 1000 fois derrière moi, qu'on peut très bien soutenir Israël, mais critiquer la politique de Netanyahou, etc. Bref. Donc, est-ce que tu as identifié ces insultes et ces injures, d'où elles viennent, et qui te les fait, d'ailleurs? Elles viennent d'où? Alors, c'est un peu systématique. Il y a le petit drapeau palestinien à chaque fois, quasiment à chaque fois. Et moi, j'ai deux... j'allais dire deux axes de réflexion, de messages, pardon, sur ce réseau Twitter. Le premier que je répète et que je répète et que je répéterai jusqu'au bout, c'est rendez les otages. Dès le départ, pour moi, c'était rendez les otages, rendez les otages, rendez les otages. Et ça provoque... juste ça provoque ce raz-de-marée. La deuxième chose, c'est que précisément, je ne vais pas revendiquer ce que je ne suis pas. Je ne suis pas historienne du conflit, de si long conflit Israël-Palestine, là, pour le coup. Par contre, ce que je sais, et qui m'a mise en colère, c'est que le 7 octobre 2023, c'est une démocratie qui a été attaquée. C'est une démocratie. Alors, où sont les démocrates? Et c'est mon deuxième message, c'est cette solidarité avec une démocratie. Cette démocratie, la même chose, dans une démocratie qui ne se serait pas appelée Israël, aurait soulevé les démocrates du monde. Là, ça n'a pas été le cas. Alors, tu sais bien que les détracteurs d'Israël, notamment, si on va par exemple sur la page du parti NPA, nouveau parti anticapitaliste, on voit tout de suite un communiqué de presse qui dit « Israël est un État colon ». Et c'est à l'origine de toutes ces... Il y a un travestissement du discours, en fait. Il y a une récupération du discours. En revanche, cette insulte, ces insultes dont tu parles, pour moi, c'est aussi une façon d'essayer de te faire taire. Parce que c'est pas que islamophobe et il y a quand même le terme de pute, qui est quand même, je pense, extrêmement misogyne, sexiste. Donc c'est vraiment aussi pour t'impressionner. Et je sais que tu es une femme, je sais pas si c'est toujours le cas, si tu souhaites ou pas en parler à ce micro, qui est quand même protégé par l'État français. Depuis quand d'ailleurs es-tu protégée? Comment le vis-tu? Et ça va me faire ramener après à ma question sur la liberté d'expression. Je suis protégée depuis 9 ans. 9 ans? Oui, 9 ans. C'est quelque chose qui est... faut le redire, parce que je pense que
ça s'oublie ou que certains ne se rendent pas encore compte, ça bouleverse une vie. C'est une protection policière au quotidien. Alors oui, ça bouleverse une vie. Maintenant, ça bouleverse une vie et ça me permet de dire ce que j'ai à dire, de faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est regrettable, mais je l'assume complètement. Cette notion de pute, comme tu l'as souligné, et c'est quand je nomme ces deux messages, c'est des messages soft. Vraiment, je reçois pire encore. Oui, j'imagine des menaces. C'est effectivement l'idée de faire taire. C'est effectivement l'idée d'empêcher, de m'empêcher de continuer à aborder ce sujet-là. Et c'est pour ça que je disais que depuis le 7 octobre, c'est pas 10 messages ou 15 messages quand je poste quelque chose. C'est 50 messages à la suite, hein, pour me faire comprendre que, en gros, on va me pourrir mon compte pour m'empêcher d'écrire ce que j'ai à écrire. Oui, le but, c'est de faire sauter aussi les comptes par les détracteurs. Mais oui. Il se trouve que, tu l'as rappelé au début, j'ai travaillé à Charlie et que notamment, je me suis occupée à Charlie je ne les ai plus comptées, plaintes déposées en raison des menaces de mort. J'ai envie de dire, je suis blindée. Je suis blindée là-dessus, donc ils peuvent arrêter vraiment, je suis blindée. Je suis, malgré tout, sur cette ligne de crête où, à la fois, je suis blindée et il est hors de question de me laisser impressionner, mais par qui que ce soit, mais à la fois, il n'est pas question non plus de banaliser les auteurs de haineux. Voilà. Ça, non. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je les laisse, ces notices visibles, pour que les gens se rendent compte des mots écrits, des horreurs écrites. C'est important à ce micro que les gens prennent conscience qu'ils nous écoutent. Oui, en effet, que prendre position, mais je pense que les personnes qui le font déjà le savent très bien, pour soutenir, pour dénoncer l'antisémitisme, et dire juste simplement rendez les otages, ça porte à conséquence et qu'on est aussi menacé, qu'on essaie en effet de nous faire taire. Et ça, c'était important, je pense que tu le dises. Un pas de côté, je ne sais pas si tu souhaites en parler ou non, mais est-ce que tu as déjà témoigné ou raconté à un micro dans les médias où tu étais et comment tu avais vécu les attentats de Charlie Hebdo lorsque c'est arrivé ? Alors, j'en ai un peu parlé, pas beaucoup. Moi, je ne l'ai pas lu, je t'avoue, et j'aurais aimé savoir si tu souhaites partager ça avec nous. D'abord parce que j'ai mis du temps déjà à prendre la parole, parce que au-delà du traumatisme, je voulais pas me tromper de combat. Il y a eu beaucoup d'incendies médiatiques allumés en 2015 et il a fallu en éteindre beaucoup, les fameux 8 mai que j'évoquais tout à l'heure. J'ai passé beaucoup de temps à ça. J'ai passé beaucoup de temps à parler de Charmes qui était sali de partout sur 2015. J'ai aussi été sollicitée par les parents de Charmes et son frère, tu l'as rappelé, pour transmettre sa mémoire dans ce vaste monde médiatique qu'ils ne connaissent pas, dans lequel ils n'ont pas envie de mettre les pieds. Parce qu'on a tout simplement vécu 15 ans ensemble et que sa maman m'a dit une phrase. Elle m'a dit, tu sais, Marika, tu es la personne qui connaît le mieux Charmes après nous. Voilà pourquoi on te le demande. Donc j'ai mis du temps à appréhender tout ça. Je ne voulais pas me précipiter en plus. Je voulais réfléchir. Comment on transmet ? Ça nous est tombé dessus, la question de la transmission de l'œuvre de Charmes et de tout le monde. Donc j'ai pu raconter ce 7 janvier 2015. Et aussi parce que
Ce 7 janvier 2015, quand je l'ai appris, mon téléphone, j'avais éteint mon téléphone parce que j'étais en rendez-vous à la banque, tout simplement, tout bêtement, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai rallumé mon téléphone à 12h moins le quart et j'ai vu un nombre impressionnant de messages, mais impressionnant. Et je me suis dit, c'est pas normal. Un matin comme ça, je peux pas avoir autant de messages. J'en ai écouté 2. J'ai entendu Marika, fusillade, Charlie. Et là, j'ai compris, en réalité, parce que, évidemment, j'ai pas compris exactement ce qui s'était passé, mais j'ai compris parce que depuis des années et des années, et Charles m'en avait tellement parlé, la solitude du journal, l'abandon des uns et des autres. La mise à l'index. La mise à l'index. Étant proche de Charles, c'est la première personne dont j'ai su la mort. J'ai hurlé comme j'ai jamais hurlé de ma vie. J'étais l'animal à qui on venait de planter un couteau à vif dans le cœur. Vivre ça, c'est absolument terrible. Et tu sais pas, après ce hurlement, si tu vas pas basculer dans une sorte de folie. Tellement la douleur est forte. Et heureusement, la force de charme était là. Et c'est celle qui m'a permis de me dire, Marika, non, tu lâches pas. Pas maintenant. Pas comme ça. Voilà. Donc ce 7 janvier, et je pense que tout le monde se souvient où il était quand il a pris cette horreur, cette boucherie. Je me souviens de chaque seconde de cette journée-là, chaque seconde. Et je me souviens de cette fin de journée au Quai des Orfèvres. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller parce que je ne voyais pas ce que j'allais apprendre que j'ignorais. J'ai été encouragée dans mon entourage en disant il y a une cellule psychologique, il faut y aller. Je suis arrivée au Quai des Orfèvres et j'ai dit à la psychologue exactement ça. Vous ne saurez pas répondre à ma question, alors je ne sais pas ce que je fais là. Et elle me dit quelle question? Et je lui dis pourquoi vous n'avez pas su les protéger, et notamment Charme, qui était directement, nommément menacé avec cette affiche Wanted, mort ou vif pour crime contre l'humanité. La photo de Charme et celle de Salman Rushdie. Elle a une réaction extrêmement fine parce qu'elle me dit je ne peux pas vous répondre, mais je peux pas vous laisser comme ça. Elle est allée voir le chef enquêteur qui m'a reçu dans son bureau, alors qu'on est le 7 janvier. Elle sonne tout azimut. Enfin, ils ont a priori franchement autre chose à faire. Et il me reçoit dans son bureau, et il me dit je sais votre question, est-ce que vous pouvez me la répéter? Je la redis, et il me répond vous savez, à la brigade antiterroriste, depuis des mois, on ne se demande pas si, mais quand. C'est glaçant. C'est glaçant. Voilà. C'était ma fin de journée du 7 janvier. Déjà, je te remercie beaucoup pour ce témoignage partagé, très émouvant, qui, moi, m'a fait remonter une énorme émotion au rappel de cette journée-là. Et je te remercie d'avoir partagé avec nous, parce que j'ai vu que toi aussi. Tu es la gardienne de la mémoire de Charb aujourd'hui. Que penserait-il de tout ça, à ton avis, des attentats? Il y a des personnes qui, je ne nommerai pas, mais en tout cas, qui récupèrent sa parole pour l'instrumentaliser.
Que penserait-il des événements du 7 octobre, selon toi ? Alors, je vais rappeler ici que le dernier combat de Charb, et on vient d'en parler, le dernier combat de Charb, c'était alors on appellera islamisme ou islam politique, peu importe. Mais en tout cas, c'était contre ce projet politique qui vise à détruire nos libertés, à détruire nos démocraties. C'est son dernier combat et il en a payé le prix le plus cher qui soit. Je tiens à le rappeler ici, face aux manipulateurs et manipulatrices depuis plusieurs mois sur les réseaux. Je m'interdis souvent de parler à la place de Charb. Je tiens à reprendre à ce qu'il a dit très précisément. Mais, il y a un petit mais, je ne m'interdis pas de poser exactement la question que tu viens de poser. Et c'est terrible parce que je me dis, il me manque, il nous manque. Parce que leurs dessins et leurs écrits, puisque Charb dessinait et écrivait, là vraiment, dans ce tréfonds, dans cette ligne de l'humanité que nous sommes en train de traverser, leurs dessins, leurs textes me manquent, mais énormément. Ce que je sais, c'est qu'ils auraient trouvé j'allais dire le chemin pour nommer précisément les choses en nous emmenant vers l'humour, mais cet humour grinçant et cet humour frappant qui sait réfléchir. Voilà, où on se dit, on regarde un dessin, on se dit... Puis on a même un sourire toutes les deux qui sont apparus, alors que l'ambiance était lourde là. Et on se dit, en regardant ces dessins et en lisant ces textes, en disant, c'est exactement ce que je pense. Ça me manque. Je comprends. Ça me manque et je pense que ça manque à beaucoup de personnes également. En tant qu'ancienne DRH donc de Charlie Hebdo, comment tu évalues aujourd'hui la liberté d'expression en France de manière générale ? Alors la tienne, tu en as parlé, mais de manière générale en France, est-ce que tu as un mot à dire sur cette fameuse liberté ? La liberté d'expression en France, elle est toujours la même en fait, depuis des années. Ce sont toujours les mêmes lois, ceux qui la cadrent. Ce sont toujours voilà, c'est l'outil démocratique tellement absolument formidable. Mais il y a un mais là pour le coup, moi qui n'aime pas ce mot, mais là il y a un mais. C'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en fait quand des sujets ne sont plus traités par crainte des problèmes, par crainte des menaces aussi, il faut bien le dire, par crainte que un journaliste soit placé sous protection policière parce que, par exemple, il aura traité l'islamisme à Roubaix, au hasard. Donc, je suis inquiète de cela parce que ce que je crains en réalité, c'est l'autocensure. Et pour moi, l'autocensure, dans ce champ magnifique de la liberté d'expression, c'est un ennemi sournois. C'est un ennemi qui amène finalement le silence. Or, le silence, c'est la chape de plomb. Et la chape de plomb, sur quoi ? Sur la haine. Voilà, mon inquiétude, elle est là, parce que tout le monde peut se servir de la liberté d'expression. On parle de dessin, on parle d'écrit, on peut parler de pièces de théâtre, on peut parler de blog, on peut parler... Enfin, il y a des tas de moyens pour se servir de la liberté d'expression sans crainte, normalement sans crainte. Mais là, l'autocensure qui vient à dire je vais choquer, je vais heurter, je vais offenser, et puis peut-être je vais avoir des menaces, et puis etc., c'est pire que tout. Je comprends la peur, il ne faut pas la nier, la peur, parce que le climat
détestable dans lequel on est distille, répand la peur. Donc ça, je la comprends complètement. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne la dépasse pas. C'est un dépassement de soi et c'est un dépassement ensemble. Parce que si on finit par ne pas se dépasser soi-même par rapport à la peur, et ensemble, on considère que les autres sont courageux. Moi, je pense toujours à cette phrase de Charme. Qui dit cela avec une précision, Charme, quand il avait dit en 2012, un an après l'incendie des locaux du journal et piratage du site internet, qui était annonciateur de ce qui allait se passer en 2015. Il était président du jury du prix Laïcité République et il avait dit cette phrase que je répète tout le temps depuis 2015. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Et ça veut dire exactement ce que je viens de dire. Mmh. On ne peut pas arriver dans une situation où ceux qui défendent nos libertés, dont la laïcité, dont la liberté d'expression, deviennent des gens courageux. Alors, c'est passionnant tout ce que tu décris et cette phrase, elle est vraiment très, très parlante. Et elle exprime exactement ce que nous vivons aujourd'hui, donc elle est toujours plus que jamais, même d'actualité. Comment tu retrouves tes combats, ces combats-là, au Printemps républicain ? Parce que de DRH à Charlie Hebdo au Printemps républicain, comment et pourquoi tu te retrouves à être donc présidente du Printemps républicain ? En quoi ça fait écho à tes combats d'avoir cette fonction-là ? Et en quoi aussi le Printemps républicain lutte contre l'antisémitisme en France. Vous avez un manifeste d'ailleurs sur votre site qui prend position de façon extrêmement claire là-dessus. Voilà, donc je te laisse t'exprimer à ce sujet. Le Printemps républicain a été créé en 2016. Cette date, elle est importante parce qu'elle est au lendemain de cette année de 2015 et elle est au lendemain de ce constat justement des 8 mai, de ce constat de la laïcité adjectivée, de ce constat attention à pouvoir traiter ou tel sujet. Et elle est née le mouvement est né, a été créé par des gens majoritairement de gauche qui ont vu précisément une partie de la gauche se perdre littéralement, se compromettre littéralement. Ça se voyait déjà depuis quelques années, mais alors le 2015 a été plus que révélatrice. Donc c'était de revenir aux fondamentaux et de s'adresser à des gens qui étaient en déshérence de cette gauche-là, en manque justement de ces affirmations orphelins, de ces affirmations républicaines, laïques. C'est comme ça qu'est né. J'en faisais partie. C'est comme ça qu'est né le Printemps républicain. Et puis moi, je les rencontre au moment de la création. Et pour être honnête, j'y vais en me disant encore un mouvement. J'y vais avec toute méfiance parce que je suis littéralement douchée de glaçons par cette gauche qui abandonne. Et là, j'entends exactement les mots que je n'entendais plus. Et ensuite, parce que je transmets la mémoire de Charme, je défends la pièce de théâtre issue de son livre posthume, qui a été créée aussi en réponse à ces 8 mai. Elle se joue actuellement encore ? Elle se joue encore actuellement par Gérald Dumont, le Théâtre K, qui lui voulait réagir face à ces 8 mai et qui a rencontré des problèmes absolument insensés. Mais insensés. Gérald Dumont, qui est quand même comédien, metteur en scène depuis 20 ans, s'est vu fermer la porte des théâtres. Ça a été un professeur d'université à Lille qui a déprogrammé la pièce en disant « Ouh là là,
moi, je veux pas d'emmerdement. Ben oui, mais de la part de qui? Ça a été une succession comme ça. Et pour rappeler les 2 épisodes, pour quand même se rendre compte, hein, en mai l'année dernière, 2 élus, 2 maires, l'un refuse la programmation en disant « j'ai pas envie d'avoir une fatwa sur le dos ». Personne, monsieur le maire, hein, jusque-là. Et le second en disant « attendez, avant de vous répondre, je vais consulter l'imam de la ville ». Ah oui, des maires de quel bord politique, les deux? Et bien justement, le deuxième... droite et gauche. Ah oui, extrême gauche pour le second quand même. Même pas. Même pas, d'accord. Et donc ça donne un ça éventail. Ne s'est joué ni à l'un ni à l'autre. D'accord. Dans aucune des 2 villes. 7 ans comme ça de succession de difficultés. Impossible de jouer dans les universités. Impossible. Quand on l'a fait, ça a été sous protection policière parce que des étudiants qui n'avaient jamais lu Charme l'ont traité d'islamophobe. Mais alors justement, pardon. Et là, les seuls qui ont été rigoureusement à mes côtés tout le temps, pendant ces 7 années, à chaque fois, ça a été le Printemps républicain. Voilà. Et le Printemps républicain lui-même est victime, très souvent, je lis, je vois, est traité d'extrême droite. Et je me dis, mais on marche sur la tête. D'ailleurs, sur le site du Printemps républicain, on voit les signatures du manifeste, on voit des gens qui viennent du socialisme, du communisme. C'est extrêmement marqué à gauche. Et on en arrive à avoir des gens d'extrême gauche qui traitent régulièrement le Printemps républicain d'extrême droite. Oui. Et qui traitent d'extrême droite et qui accusent les adhérents et les membres du Printemps républicain, c'est tout le monde, de promouvoir une haine contre les musulmans. Cette fameuse phrase qui revient tout le temps. Et donc voilà, donc c'est moi la première raison de mon engagement au Printemps républicain. Au Printemps républicain, elle a été là, dans ce constat et dans les faits, bien nommer les choses, voir ce que l'on voit, la tenaille identitaire, hein, dont je parlais tout à l'heure, c'est Gilles Clavreul qui l'a formalisé. Qui fait partie du Printemps républicain. Absolument. Ça a été aussi une rencontre extraordinaire pour moi avec Laurent Bouvet, professeur universitaire. Oui, d'un accès formidable, vraiment d'une humilité, contrairement à ce qu'on dit aussi, à l'écoute, formidable. Donc c'est tout ça qui a fait ce lien avec le Printemps républicain, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de faire partie de la liste des candidatures aux dernières législatives, hein, avec le Printemps républicain et du coup avec la majorité présidentielle, parce que nous, on n'avait pas les moyens de le faire autrement, et avec l'objectif déjà de dire on peut rester un mouvement, il n'y a pas de souci, qui continuera à produire de la réflexion, de la formation, etc., etc. Et puis, on peut s'engager plus avant dans le débat politique à travers des élections. C'est ce choix que j'ai fait. Et ensuite, là, pour le coup, c'est moi qui l'ai proposé. J'ai proposé de devenir porte-parole du Printemps républicain. Et c'est pas un hasard, puisque je suis décidément dans la transmission, avec l'idée de faire le tour des antennes régionales et de mettre tous les mots que j'avais entendus face à tout le monde. En disant, voilà, j'ai écouté tout ça. Et de porte-parole, après la démission d'Amine, j'ai présenté effectivement ma candidature et j'ai été élue. Nous arrivons bientôt à la fin, je n'y crois pas, presque 1 heure, ça passe extrêmement vite en ta compagnie, Marika. Une dernière question, comment tu perçois le paysage politique actuel, enfin non, surtout de l'avenir en France, le paysage politique, toi avec ta connaissance du terrain, comment tu perçois ça et comment tu vois l'avenir? Ton avenir personnel déjà, tu le vois comment? Et l'avenir en France de tous ces sujets dont on a parlé, comment tu sens les choses?
Mon avenir personnel, il a pris Je te sens très instinctive. Un virage politique. Ouais. Clairement politique. Je me suis... Voilà, après, là, en fait, j'ai adoré mener cette campagne électorale parce que c'était en Meurthe-et-Moselle et je suis allée à la rencontre des gens. En fait, ce que j'ai adoré dans la campagne, pour tout dire, ce n'est pas la partie meeting qui est éminemment sympathique, où tu rencontres des gens qui sont globalement d'accord avec toi, avec des nuances, et c'est intéressant d'en parler. Moi, l'exercice que j'ai préféré, c'est le plus difficile qui soit, mais alors, qu'est-ce qui est enrichissant, c'est le porte-à-porte. Là, quand les gens acceptent de t'ouvrir la porte de leur maison et qu'ils te parlent sans oreille autour, t'apprends énormément. Et j'ai notamment rencontré des électrices et des électeurs du Rassemblement national qui n'avaient jamais voté extrême droite et qui m'ont expliqué pourquoi maintenant ils le faisaient. Je m'en doutais, mais c'était la confirmation, en fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont expliqué que, et la gauche, j'en ai beaucoup parlé, mais aussi la droite, les avait abandonnés sur des sujets régaliens. Les avait abandonnés, notamment, par exemple, sur le sujet de la sécurité. Et qui me disaient, c'est pas un ressenti, c'est du vécu. Alors, quand on se sent abandonné sur ce sujet-là, et aussi quand on est parent, on ne peut plus accepter de voter pour les gens qui nous ont abandonnés. Donc mon virage à moi est clairement politique de ce point de vue-là. Sur le paysage politique à venir, j'ai envie de dire, et en tout cas d'œuvrer pour, de dire à la gauche, et encore une gauche laïque, émancipatrice, de se ressaisir et de mener ces combats fondamentaux. J'y crois, et en tout cas, je ne veux pas croire à autre chose que ça. Ça mettra peut-être du temps, ça mettra peut-être des années, mais c'est pour moi la seule issue possible. À bon entendeur, j'espère que ton appel sera donc entendu, relayé. Je te remercie infiniment, chère Marika, pour ta présence à ce micro. Pour ce 5e épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme qui était passionnant et puis très émouvant, et pour ce témoignage à nouveau que tu as partagé avec nous, je pense peut-être même unique, en tout cas de la sorte, je ne l'avais pas entendu. Podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite.